Merci de suivre votre magazine Au-delà de l'actualité. Madame, Messieurs, la République démocratique du Congo fait face à l'agression du M23 soutenue par le Rwanda. Comment y faire face? En tout cas, des voies de moyens pour sortir de cette guerre. Il y a des pourparlers. Il y a eu des pourparlers à Luanda et après c'est à Nairobi, toujours dans la recherche de la paix. Dans la partie est de la République démocratique du Congo, entre-temps, 2023 s'approche, préparatif des élections. La CENI a publié le calendrier électoral, le tableau de bord des élections. Le calendrier est-il réaliste ou pas? Il y a des commentaires, des réactions qui fusent de partout. Madame, Monsieur, au-delà de l'actualité, reçoit pour vous ce soir Maître Ernestine Nyoka Kaïba. Elle est présidente nationale du Congrès des Patriotes démocrates, parti politique membre de l'Union sacrée. Elle est avocate. Elle est également vice-ministre honoraire du budget. Bonsoir, maître. Bonsoir, Madame Gisèle. Merci pour votre invitation. Ok, merci d'avoir répondu encore une fois à notre invitation. Comme je le disais tantôt, guerre à l'Est, agression des terroristes M23 appuyés par les Rwandais. Regarde la situation d'agression qui vit la République démocratique du Congo. Quel regard, de prime abord, de façon générale, vous portez sur cette agression? Je vais quand même d'abord rectifier un peu ce que vous aviez dit. Nous ne pouvons pas parler de M23 appuyé par le Rwanda. Nous devons plutôt marteler sur le Rwanda qui nous agresse et a comme cheval de bataille ou utilise comme valet, on va dire, les M23. Les M23 n'est rien d'autre qu'un produit du Rwanda. Ok, merci. Alors, votre regard par rapport à la guerre de façon générale? De manière générale, nous dirons, ça fait, on va dire, peut-être plus de 20 ans que nous sommes toujours dans la même situation. Plus de 20 ans que le Rwanda a un regard arrivé sur nous. Plus de 20 ans, au-delà du Rwanda, il y a la communauté internationale de manière générale et il y a les multinationales de manière générale qui sont aussi engagées dans cette guerre. C'est une guerre économique, c'est une guerre qui vise à faire une partition de la République, ce que nous avons coutume d'appeler la balkanisation. C'est cela qui est en vue. Ce sont les richesses du Congo qui sont en vue. C'est pas simplement une guerre pour avoir un petit bout de territoire, mais c'est une guerre pour faire une prédation sur les richesses de la RDC de manière générale. De manière générale, je pense que nous avions vu le lobbying que le président rwandais a fait auprès du président de la République sœur du Congo, allant faire différents contacts pour avoir des terres qu'il a eues, je crois de plus de 12 000 hectares de terres sur le territoire congolais, mais allant vers jusque sur le versant Maluku, côté Congo-Brazzaville. Notre crainte est que si nous nous faisons gare, on va nous prendre en étau. On va nous prendre en étau partant du côté du Congo-Brazzaville. On peut nous prendre en étau aussi au-dessus, on va dire la partie orientale du pays, avec Bunia, Ituri, Ouganda, à partir de Centrafrique, on peut nous créer des ennuis. Et lorsque nous descendons vers la partie ouest, nous pouvons avoir d'autres ennuis avec tout ce qui entre du côté de l'Angola. Puisque les richesses du Congo sont des richesses qui sont très enviées. Il y a le pétrole du côté Angola. Au-delà de tous les minéraux qu'il y a au Nord Kivu, il y a le gaz dans le lac. Le gaz qui d'ailleurs est déjà exploité par Kigali, qui n'exploite pas seulement le littoral qui lui appartient, mais qui va en profondeur aussi vers le Congo. Et nous avons de notre côté l'Ouganda, qui à un moment fait, on va dire, fait semblant d'être avec nous, mais qui à la fin, par Bunagana, laisse passer les éléments du M23. Parce que je pense que vous avez souvenance qu'en 2013, lorsque les M23 ont été défaits, tous ne sont pas venus à Kinshasa.
une grande partie avait replié vers l'Ouganda, une infime partie vers le Rwanda. Et donc, ce sont ces deux pays qui, parce qu'ils ont des envies, parce qu'ils servent la communauté internationale de la mauvaise façon, parce qu'ils sont des connivences avec les multinationaux, qu'ils ont les regards rivés sur ce qui est richesse du Congo. Et la meilleure façon d'avoir les richesses du Congo, c'est d'avoir les territoires du Congo. Voilà, alors vous dites que nous sommes victimes de nos richesses. On peut déduire par là que la guerre sera interminable tant que la RDC sera riche. Madame, moi j'aime bien faire un peu un regard en rentrant vers l'État indépendant du Congo. Avant que cet État ne soit décrété en 1885, il y avait plusieurs pays qui étaient en concours sur la RDC. Il y avait l'Allemagne, il y avait la Belgique, il y avait la Grande-Bretagne, il y avait les pro-russes. Mais dans cette lutte, dans cette grande lutte, la RDC était plus utilisée comme réservoir pour tirer nos richesses. Rappelez-vous que la bombe Hiroshima, qui avait frappé sur le Japon, l'uranium utilisé à la fabrication de cette bombe. Déjà, à l'époque, après les guerres, la Première Guerre mondiale, c'est de l'uranium qui est venu du Congo. Dès l'époque, avant l'indépendance, l'uranium n'est pas sorti d'ailleurs. Donc, les richesses du Congo ne datent pas d'aujourd'hui. Les richesses du Congo sont connues depuis belle lurette. Le roi Léopold II lui-même a pu finalement ne pas garder la RDC comme sa propriété privée. Il l'a donné finalement à son pays, la Belgique, qui avait des défis à relever, particulièrement construire ce pays qui était, bon, tout petit pays, c'est vrai, mais aussi pauvre. Mais la grande partie des richesses est venue de la RDC. Alors, puisque vous avez parlé de nos richesses, est-ce que vous voyez que la cause réelle de cette guerre, de l'agression, ce sont nos richesses? Alors, que vaut toutes les négociations qui sont en train de se faire? Il y a eu Luanda, Nairobi, que vaut toutes ces négociations? Moi, j'ai toujours pensé que les négociations, c'est vrai, une guerre ne se termine pas seulement par les armes. Une guerre, c'est aussi la diplomatie. C'est aussi la négociation. Mais que valent ces négociations par rapport à la situation qui prévaut au pays? La formule, je ne dirais pas, est simple. C'est vrai, la formule est un peu complexe. Mais la solution ultime, c'est la puissance de feu. La solution ultime, c'est l'armée, c'est le FARDC, qui doivent être organisés, réorganisés, que pour pouvoir continuer à frapper tous ceux qui sont en train de nous agresser. Nous irons en négociation, mais nous irons en négociation en position de force. Nous n'irons pas en négociation en position de faiblesse. Parce que, regardez, lorsque vous faites une lecture du mini-sommet de Luanda, vous vous rendez compte que ces résolutions font un peu, excusez-moi le terme, font un peu fantaisistes. Les M23 attaquent, ce sont des hommes armés. Ils sont équipés par le Rwanda qui les envoie vers nous. Ils ont, comme l'a dit la communauté internationale, du matériel très sophistiqué. Et le secrétaire général des Nations Unies dit, ça vient de quelque part. Vous pensez que ces gens-là, vous leur dites, quittez les territoires congolais où vous avez déjà acquis certaines localités, reprenez vos positions initiales. Quelle est la position initiale? Ces gens-là ne partiront pas de gaieté de cœur. Hein? Déjà que leur maître en pensée sont en train de leur donner des instructions, déjà qu'ayant avancé, ils ont déjà eu le goût de cette république qui fait très succulente, ces gens ne vont pas quitter notre territoire de leur plein gré. Il faut le repousser. Il faut le repousser, les ramener. Est-ce que la RDC saura faire face à ce matériel sophistiqué? La RDC peut faire face à ces matériels sophistiqués, à une condition, madame, il faut lever l'embargo. Qu'on le veuille ou pas, même lorsque les gens disent que nous ne sommes pas sous embargo, même lorsque l'envoyé, l'équipe qui est venue chapeautée par le Gabon des Nations Unies, qui est venue voir nos dirigeants de nos institutions pour
essayer de négocier avec nous, essayer de nous rassurer qu'ils ne sont pas sur embargo. Mais entre-temps, ils vous rassurent que vous n'êtes pas sur embargo, mais entre-temps, ils vous disent quand même que tout ce que nous voulons, c'est que lorsque vous avez fait une commande d'armes, que les pays qui vont vous livrer puissent informer. En fait, un système de notification. Il faut qu'ils notifient et que de l'autre côté, on se dise, bon, après qu'on ait vérifié, après qu'on ait vu, non, c'est non, alors ce matériel peut partir. Madame, c'est un embargo. C'est un embargo voilé, parce que si aujourd'hui les langues se sont déliées, si ces délégués des Nations Unies sont venus vers nous, c'est parce que les FARDC ont frappé, et les FARDC ont frappé très fort. Et en frappant, nous avons vu que lorsqu'il y a mort, les deuils ne se passent pas en RDC, mais les deuils se passent au Rwanda. Voilà un peu le couac. La solution ultime pour nous, c'est la puissance des armes. Pour nous, nous devons davantage organiser le FARDC. Nous autres, nous disons qu'il y a des militaires qui ont plus de 20 ans sur le territoire, dans l'administration militaire, dans les bases, tout cela. Ceux qui sont en Ituri, ceux qui sont au nord Kivu, au sud Kivu, il y en a qui ont fait de longues années. Il y a moyen aujourd'hui, de manière progressive, faire des permutations pour renouveler un peu, on va dire, cette administration militaire, pour revigorer davantage les éléments qui sont sur le terrain. Déjà, il faut saluer les discours du chef de l'État, celui de la mobilisation générale. Déjà, il faut saluer que le chef ait demandé aux jeunes de s'enrôler. Et encore davantage, il faut saluer et féliciter la jeunesse congolaise, parce que presque dans toutes les provinces, dans le Kasaï oriental, la population s'est levée, les jeunes se sont levés, dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, en Ituri, dans la province du Haut-Katanga, Kinshasa, on va dire c'est presque toute la République à tour de rôle, des jeunes sont envoyés pour venir s'enrôler et entrer dans nos forces. Vous parlez d'une armée forte alors que le président burundais, lors de l'ouverture du 3e round de processus de Nairobi, a indiqué que la force régionale va rester en RDC jusqu'à ce que Kinshasa aura une armée forte. C'est pas une insulte, ça. Madame, je suis désolé, mais ça ne... je crois que le président burundais a commis, pour ne pas dire erreur, un lapsus lingue. L'armée congolaise, que l'on prétend être, n'est pas forte, que l'on dit pouvoir venir assister, renforcer pour finir la guerre, c'est la même armée qui avait tenu tête déjà au M23. C'est la même armée aux côtés de la MONUSCO qui est là depuis plus de 20 ans. C'est la même armée qui s'est refoulée, qui s'est chassé les agresseurs et certains autres milices. C'est cette même armée-là. Reconnaissons simplement que nous avons un vaste territoire. Reconnaissons simplement que aujourd'hui, on dit le monde est un village planétaire. C'est vrai, avec les différents accords, avec les différentes communautés régionales où nous avons adhéré, le principe, c'est vrai, c'est l'union fait la force. Sinon aussi les Nations Unies n'auraient pas été créées, principalement à la partie des conseils de sécurité. Sinon aussi, elle n'aurait pas eu son sens, parce que la RDC ne sera pas le premier pays que l'on assiste pour une guerre. Mais ce qui est vrai, on doit d'abord compter sur les avancées de FARDC avant de compter sur les avancées des autres armées. Compter sur les FARDC et avoir la possibilité de pouvoir acquérir aussi des armes sophistiquées telles que le fait actuellement notre gouvernement. Alors, au regard de propos qu'a tenu Ndayishimiye, est-ce que vous trouvez que pour se faire respecter, on doit quelque peu refuser la force régionale pour se faire respecter? D'autant plus qu'on sait aussi que cette force régionale dont on annonce l'entrée tous les jours ne fait pas peur au M23. Bon, je pense, madame, aussi que lorsque vous regardez même les forces qui entrent, que ce soit la force régionale des Kenya, Est Africa, et puis il y a la force, déjà celle du Kenya qui était entrée.
au Il y a départ, l'Ouganda avec l'UPDF. oui, avec l'Ouganda aussi. Pourtant, les M23 sont entrés. Les Ougandais, ils étaient là. Hein. Il y a aussi la MONUSCO. Quand il y a des infiltrations comme celle-là, quand il y a des agresseurs comme celle-là, la MONUSCO aussi, elle est présente. Mais que valent leurs forces? En réalité, il faut demander que valent leurs forces. Puisque ce sont des guerres, on va dire, qui reprennent par intermittence. Ce n'est pas à tout moment. Les M23 viennent de reprendre les mouvements. Aujourd'hui, nous apprenons que ces M23 qui ont repris le mouvement viennent encore de se scinder. Il y a encore dissension entre les deux. Il y a un autre mouvement qui reste. Et donc, moi, je préfère parler en termes de nous. Nous pensons que ces forces viennent nous accompagner, que ces forces viennent nous assister. C'est simplement, on va dire, une dose de plus ajoutée à la force de FARDC. Parce que je pense que vous avez souvenance de la mission de la MONUSCO. La MONUSCO est passée par une mission d'observation. De l'observation à une mission de stabilisation, à la mission d'interposition. Mais quand est-ce que réellement la MONUSCO, sur terrain, s'est interposée? Quand est-ce? Puisque quand il y a avancé, c'est toujours une avancée qui est marquée par le FARDC. Même que les représentants de la MONUSCO en RDC ont reconnu chaque fois que le FARDC font un travail considérable. Nous avons 2-3 couacs à régler avec notre armée, mais je pense qu'avec du bon matériel militaire, nous serons capables de faire face à ces rébellions. Parce que lorsqu'on regarde les différents rapports mapping sur les armées d'Afrique, la RDC est classée 40e armée. Nous ne sommes pas à la queue, madame, nous sommes au début. Les choses ont évolué de 11e armée à 8e armée d'Afrique. Alors, beaucoup émettent des doutes par rapport à toutes ces forces qui entrent en République démocratique du Congo pour venir en soutien au FARDC. Est-ce qu'on ne risque pas de revenir avec la même situation qu'on a eue à l'époque de l'AFDEL, avec les troupes qui sont venues et ils vont s'éterniser et pour partir, ça sera un problème? Vous émettez aussi ce doute-là? Les doutes sont émis parce qu'aujourd'hui, nous avons la MONUSCO. Lorsque nous parlons du départ de la MONUSCO, les Nations Unies ne sont pas d'accord. Finalement, nous allons d'évaluation en évaluation pour voir quels sont les progrès réels que la MONUSCO a fait, dans quelle zone nous pouvons garder les éléments de la MONUSCO et dans quelle zone n'allons-nous pas garder les éléments de la MONUSCO. Lorsque vous observez aussi, par exemple, les forces kenyans, depuis qu'elles sont entrées, les forces kenyans ne se battent pas. C'est comme si ce sont des forces pas leur qui sont priorité venues. d'abord. Non, même dans l'agenda, ce n'est pas ça qui est prévu pour eux. C'est comme des forces qui viennent pour faire des zones tampons, qui pour obliger, par exemple, les M23 à rester, à ne pas dépasser une certaine barrière. Et ceux qui sont déjà entrés sont plutôt frappés par le FARDC. La puissance de feu est du FARDC et n'est pas de la force kenyane. Même de la force burundaise, nous nous demandons aussi, en réalité, il faudrait que le président burundais aussi nous précise quel serait l'effort réel que cette force-là va faire. Il n'y a pas l'insécurité par rapport à tous ceux qui viennent comme au secours de la République démocratique du Congo. Nous allons dire que les choses sont purement aussi diplomatiques. Nous sommes dans plusieurs mouvements régionaux et par rapport à cela, comme en Afrique, une seule main ne lave pas la figure, et comme dans le monde aussi, les choses sont organisées pour qu'un pays que l'on sait agresser puisse avoir réellement un soutien des choses de la communauté internationale. Seulement, il y a lieu de se dire que les choses ne se font pas avec une certaine honnêteté. Nous avons l'impression que des pays viennent pour nous observer davantage. Ils nous observent davantage et peut-être demain avoir la possibilité de réclamer davantage de choses.
là-dessus, nous devons, c'est vrai, faire un peu plus attention. Avant de parler des recommandations par rapport à la question, cette question d'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, j'aimerais mettre Ernestine Nyoka Kaiba, que je rappelle qu'elle est présidente nationale du Congrès de patriotes démocrates, Paul Kagame, lors toujours de ce sommet de Nairobi, dans son allocution, a appelé à attaquer une fois de plus toutes les causes de l'insécurité de la partie Est. Comment vous jugez ces propos de Kagame, alors qu'au départ, vous avez dit que c'est lui qui est derrière, tout le monde le sait, même le président l'a dénoncé. Madame, ce n'est pas un secret, ça. Tout le monde le sait. Au niveau d'abord des Nations Unies, il y a le rapport mapping. Ce rapport démontre à suffisance, preuve à l'appui, que c'est une agression du Rwanda sur le Congo. Ce rapport a été suffisamment étoffé sur la question. Et le rapport est déposé au niveau des Nations Unies. Mais il est incompréhensible que les rapports puissent exister. Il est incompréhensible que dans tous les salons les plus prestigieux, nous allons dire, à la 77e Assemblée générale des Nations Unies, oui. Du haut de la tribune, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a bien dit de manière très ouverte, que nous sommes agressés par le Rwanda. Ce qu'il demande, c'est que non seulement on condamne, on dénonce l'agression, mais il faut condamner l'agression, il faut pouvoir que la communauté internationale, parce que nous faisons partie, nous tous, de cette communauté internationale, puisse trouver de voies et moyens, à part la force militaire que nous avons, pour pouvoir écarter le Rwanda de ce chemin. Malheureusement, au même moment qu'il y a eu le sommet, au même moment, le président français a pu approcher le président Félix avec le président Kagame, pour pouvoir les aider à faire un pourparler, à se mettre d'accord. Lorsqu'on parle de se mettre d'accord, nous savons tous que c'est avec le Rwanda qui nous agresse. Lorsqu'on parle de se mettre d'accord, ça veut dire aussi que c'est avec l'Ouganda, parce que c'est eux qui nous agressent. Mais lorsque l'on fait nos mini-sommets en Afrique, au lieu d'appeler les agresseurs par leur nom propre, on demande au président Félix de pouvoir négocier avec les groupes armés locaux. Madame, il ne s'agit pas de groupes armés locaux. Les choses sont claires, que les négociations doivent se faire d'État en État. Et nous sommes conscients aujourd'hui que la question de la mobilisation générale qu'a décrété le chef de l'État, c'est là qu'il sortira la solution. Les jeunes qui s'enrôlent, les peuples qui s'élèvent, les peuples qui disent non. À ce moment-là, je pense que la question n'aura peut-être plus le même pesant qu'elle a aujourd'hui. Au regard de l'évolution de la situation, Maître Ernestine Nyoka, au regard de l'évolution de la situation, on a eu à présenter le chef de l'État comme celui qui a eu une diplomatie agissante, c'est ça le terme dans lequel on l'a présenté. Et cependant, sur le terrain, ça n'évolue pas. Le 23 qui ne suit même pas ce qu'on lui donne comme injonction pour quitter le pays. Est-ce que vous ne trouvez pas que nous y allons dans ces négociations mal? Nous y allons mal. C'est ça, nous n'avons pas des bons résultats. Non, madame. Si vous remarquez, de plus en plus, nous recevons des émissaires. Nous recevons des émissaires. Mais les résultats... Nous recevons... La guerre, comme disait Mouzé, sera longue et populaire. C'est pour cela que je vous disais dès le début qu'il n'y a que la puissance de feu qui peut faire fuir les agresseurs. On ne peut pas changer la façon de faire. C'est la puissance de feu qui va faire fuir les agresseurs. Mais pour y arriver, il fallait d'abord sortir la RDC de son cloisonnement diplomatique. Et je crois que le chef a fait ce qu'il fallait faire. Avec des gens qui condamnent sans pour autant peut-être sans pour autant apporter des sanctions, donner des sanctions au Rwanda, tous les pays, on a vu avec la France, l'Union. Oui, mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui on se met à s'expliquer sur la question de l'embargo? Pourquoi aujourd'hui l'on s'agite parce que la RDC est en train d'acquérir certaines armes? Mais on ne lève pas l'embargo non plus. Ah, on n'a pas levé l'embargo, mais des explications comment ça s'est donné.
qu'il n'y a pas embargo, que c'est simplement un régime de notification. S'il n'y avait pas cette diplomatie, s'il n'y avait pas eu cette puissance de feu, ces gens auraient fait comme si nous n'existions pas et peut-être que l'avancée aurait été plus importante que l'avancée que nous avons aujourd'hui. Mais la communauté internationale se rend de plus en plus compte qu'il y a un engouement du côté de la population, que les Congolais aujourd'hui sont plus conscients. Vous ne pouvez pas vous acquérir un morceau, 5 millimètres de territoire, sans que cette population s'élève. Vous ne pouvez pas non plus vous acquérir un simple millimètre du territoire sans que le FARDC, qu'on a mis sous embargo d'armes, ne puisse tirer, ne fût-ce qu'avec les armes qu'ils ont. Mais nous disons, il faut davantage une réorganisation, il faut davantage des armes pour faire fuir les autres. Quand on négocie, ça veut dire que l'on commence à sentir la puissance de l'autre. Sinon, on ferait semblant. Et la communauté internationale, tous ces multinationaux, et appuyant le Rwanda, allaient faire semblant et continuer davantage à percer en RDC. Mais ils ne continuent pas davantage à percer. Au contraire, on commence à trouver comment chercher, par quelle voie il faut parler pour que chacun puisse retrouver son compte. Nous disons, nos richesses nous appartiennent. Alors, qu'est-ce que... Les 1 centimètre ou millimètre du territoire nous appartiennent. Donc, il y a moyen de pouvoir parler à voix haute pour que ce que vous voulez faire en RDC, s'il y a des accords à prendre, que ces accords passent, tel que le veut la procédure, par voie de notre institution parlementaire, que ça soit discuté avec les élus du peuple et que les textes soient régulièrement on va dire, ratifiés. En ce moment-là, nous savons en âme et conscience que tel va exploiter à telle condition, quels seraient les gains de la RDC et quels seraient les gains Alors, qu'est-ce que vous recommandez, comment est-ce que vous entrevoyez la suite de cette situation de l'Est? La suite, pour moi, on va dire, on va l'étager à 3 niveaux. Le premier niveau, le plus important, c'est celui de l'armée. Celui que j'aime appeler la puissance de feu. Le deuxième niveau, c'est du peuple qui s'élève comme un seul homme. Comme cela s'est passé en 1998 sous Mouzé, le peuple qui s'élève comme un seul homme qui dit non à l'agression, non à la communauté internationale, non à la balkanisation de la RDC. Et ensuite, je sais que la guerre, elle se termine aussi, ou bien elle se peaufine aussi par voie diplomatique. En ce moment-là, le chef de l'État aura eu l'appui du peuple, il aura eu l'appui de FARDC et la diplomatie va faire son bonhomme de chemin. Les 3 voies que vous avez citées, quelle est la meilleure? Les 3 voies, je ne peux pas écarter les peuples. Il faut choisir une seule voie, oui. Je ne peux pas écarter l'armée parce que la puissance de feu, c'est celle-là qui fait aussi peur aux agresseurs. Donc, nous allons ça combiner. Va ensemble. Ça va de pair. Ok, alors, notre 2023 approche, des élections, c'est en 2023. Il y a déjà les tableaux de bord publiés par les présidents de la CENI. Est-ce que vous croyez vraiment à ce calendrier ou bien c'est fait juste pour se dédouaner? Voilà, moi j'ai publié le calendrier, le reste c'est le gouvernement qui doit financer. Le reste, si la guerre ne se termine pas, c'est pas mon problème. Moi je pense qu'il faut d'abord féliciter la CENI d'avoir établi ces calendriers en respectant, on va dire, les délais constitutionnels. Parce que je pense qu'il faut d'abord partir d'un planning pour matérialiser ces plannings. Mais seulement, mon parti à moi estime, le Congrès des Patriotes Démocrates, oui. CPD en cycle, oui. Nous estimons que nous ne pouvons pas faire les élections comme en 2018. Nous refusons ce type d'élections. Nous refusons les types d'élections qui ont un format d'une balkanisation électorale. Nous disons non. Nous devons aller aux élections avec le Nord, Sud, Kivu,
et l'Ituri, nous devons aller avec ces élections avec les Maïndombe, parce que si vous avez souvenance, en 2018, la partie Yumbi, qui était déjà en ébullition avec les guerres tribales, on va dire, la partie du Nord Kivu, principalement Beni, Lubero, Butembo, c'est des partis qui n'ont pas participé aux élections présidentielles, mais qui ont eu des élections législatives, mais législatives, on va dire, spéciales, hein, rien que pour leur parti à eux. Nous disons qu'on ne peut plus faire les élections sous ces formats-là. Tous les peuples congolais doivent aller aux élections au même moment. Nous devons éviter, sinon craindre que la balkanisation électorale se transforme en une autre balkanisation. Ne prêtons pas le flanc à l'ennemi. Ça, c'est la première préoccupation. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas élection. Vous voulez dire qu'il n'y aura pas élection tant que la partie Est, ou là où il y a la guerre, il n'y aura pas les rétablissements. J'en arrive. Parce que lorsque vous regardez aussi la deuxième préoccupation, comme je le disais, lorsque vous regardez le calendrier électoral, vous vous rendez compte aussi que par rapport au calendrier électoral mis en parallélisme avec tous ces accords que nous sommes en train tous les pourparlers dans lesquels nous sommes engagés, vous vous rendrez compte à un moment, d'un côté, on va déployer le matériel électoral, mais d'un côté, on doit sécuriser les territoires. Mais ces territoires-là, où l'on demande par exemple déjà au M23 de reprendre les positions initiales, quelles sont les positions initiales qu'ils vont reprendre? Est-ce que les éléments, le matériel CENI va arriver dans ces positions initiales? Dans ces positions initiales. Les matériels CENI seront-ils sécurisés? La population va-t-elle aller réellement se faire enrôler sans que les agresseurs-là nous fassent des problèmes? Et les mêmes agresseurs-là qui ont envie absolument d'être en RDC, ne vont-ils pas s'ériger aussi en infiltrés et se faire aussi enrôler comme des Congolais? Madame, il y a beaucoup de risques. Et vous concluez? Nous félicitons la CENI, oui, mais nous disons il faudra d'abord un effort de la part de notre gouvernement, voir comment encadrer avec les finances publiques, hein, comment encadrer notre armée pour mettre de la calmie et sécuriser les agents CENI et le matériel CENI pour que les élections-là, dans ces contrées, soient aussi une réalité. Sinon, ça risque de ne pas aussi être une réalité. Ce qui nous ramènerait à un cycle électoral qui ressemblerait au cycle électoral de 2018. Nous, les juristes, nous avons dit que ça va devenir un cas de jurisprudence. Nous ne voulons pas de ce genre, justement, de jurisprudence. Et je pense aussi qu'il n'y a pas que les législatives et les présidentielles. J'ai vu dans les calendriers de la CENI, nous allons jusqu'aux élections de la base. Ça veut dire la petite territoriale aussi est aussi concernée. Mais comment aller jusque dans nos localités, nos secteurs? Si par exemple, vous avez au Nord Kivu, vous avez Rutshuru, vous avez Bunagana, vous avez, je ne sais pas moi, ça que c'est déjà avant la route de Rutshuru. Mais si déjà vous ne pouvez pas avancer sur ces acteurs-là sans rencontrer de la résistance, il y a problème, madame. Donc en conclusion, tant qu'il n'y aura pas la guerre, tant qu'il n'y aura pas la paix, il n'y aura pas élection. C'est ce que vous voulez dire? En conclusion, ça sera aussi votre conclusion. Hein, ma conclusion, c'est si on n'a pas pacifié l'Est, nous ne voyons pas, le Grand Nord, je préfère dire, nous ne voyons pas comment nous on va aller aux élections en nous occupant d'une partie du territoire et en prenant, on va dire, des territoires d'outre-mer, en prenant la diaspora avec nous, mais en laissant derrière nous une autre catégorie, un autre peuple congolais. Alors que, tel que le veut notre constitution. Vous allez énerver les anti-glissements. Hein, nous n'avons pas besoin de glissement. Nous voulons la paix. Nous voulons que tous les Congolais puissent s'égaler. Nous voulons que tous les Congolais puissent avoir le même droit. Bien que nous sommes un parti de l'Union sacrée, nous disons que nous devons tous avoir les mêmes droits. Nous préconisons
qu'il y ait pas un dialogue avec les groupes armés locaux, tel que c'est mis dans les mini-sommets de Luanda. Nous sommes contre cela. Par contre, nous disons, ces guerres de l'Est, il y a non seulement la communauté internationale avec le Rwanda, l'Ouganda, le pays limitrophe, nos voisins, mais il y a aussi des Congolais qui sont tireurs de ficelles. Une autre façon aussi d'aller aux élections calmement, une autre façon aussi de terminer la guerre, c'est qu'au niveau du pays, que les chefs de l'État fassent, si on veut appeler ça des consultations, on les appelle consultations, si on veut, on les appelle forum national, si on veut concertation nationale, si on veut dialogue national, mais qu'à l'intérieur du pays, nous puissions diminuer l'influence des tireurs de ficelles, l'influence des collabos, pour que la paix revienne, pour que les élections soient une réalité, pour que aussi la question de la balkanisation ne soit pas une question qu'on mettrait chaque fois sur la table politique. Merci Maître Ernestine Nyoka-Kaiba. C'est la fin de notre magazine. Nous allons peut-être prochainement aborder l'autre volet du dialogue. C'est mettre sur une table pour mettre fin aux tireurs de ficelles, comme vous venez de le dire. Merci à vous. Avec les partis politiques, la société civile, les forces vives de la nation, au niveau interne. Voilà. Merci, le message est passé. C'est la fin de notre magazine au-delà de l'actualité. Nous recevons ce soir Maître Ernestine Nyoka-Kaiba. Elle est présidente nationale du parti politique Congrès des Patriotes Démocrates, parti de l'Union Sacrée. Elle est avocate. Elle est également vice-ministre honoraire du budget. Voilà, c'est la fin. Prochain numéro. Au revoir.